Les résistants, bonjour. Alors, évidemment, en ce mardi 10 décembre, jour de grève dans notre pays, et grève qui dure, qui perdure, qui s'accentue, et avec une partie de bras de fer entre le pouvoir politique et une fraction importante du peuple, il faut s'interroger sur le malaise dans notre société et dans notre pays. Ce malaise, il est mondial. On voit que dans les grandes démocraties, les gens votent de moins en moins, participent de moins en moins, ce qui veut dire qu'ils ne croient plus dans les institutions. On voit parallèlement, et toutes les enquêtes d'opinion le prouvent, que les citoyens se défient des pouvoirs publics. On voit chaque jour des hommes politiques qui, la main sur le cœur, nous juraient leur intégrité, leur moralité, tomber dans les escarcelles des juges d'instruction avec des informations contre eux pour des délits, en général des délits liés à leurs fonctions, qui réclameront des années avant d'être jugés. Pourquoi ? Parce que les avocats de ces personnes, au lieu de vouloir purger très vite les problèmes qu'ils ont, font tout ce qu'ils peuvent pour ralentir les procédures, ce qui selon moi d'ailleurs est une erreur. Bien, donc malaise aussi au niveau des votes, où on voit un peu partout sur la planète les peuples choisir des candidats que les médias officiels aux ordres qualifient d'extrémistes et essaient de nous dépeindre en diables redoutables. Eh bien, malgré cette propagande, j'allais dire, comme quoi il y a des candidats propres, les candidats du système sérieux, crédibles, rassurants, et puis les méchants, eh bien, on voit qu'une fraction des peuples, et pas que du peuple français, mais une fraction des peuples vont vers ces candidats diabolisés. Tout ça, ça exprime un grand malaise. Et la France, malheureusement, dans tout cela, est loin de trouver la solution et la parade à cette crise politique mondiale. Que se passe-t-il chez nous ? Nous avons une constitution qui remonte globalement, elle a été modifiée une vingtaine de fois depuis, mais qui remonte globalement à 1958. En 1958, le général de Gaulle, revenu au pouvoir à l'occasion des événements d'Algérie et notamment du 13 mai, a conçu avec un petit comité de professeurs, de professeurs de droit, de constitutionnalistes, et dont notamment Michel Debré, a conçu une constitution originale. Si vous voulez, sans rentrer dans des détails juridiques qui pourraient ennuyer mon auditoire, je vous dirais qu'en droit, on distingue deux grandes catégories de régimes démocratiques. Les régimes parlementaires, c'est le régime anglais par excellence, l'Angleterre, où le pouvoir vient du Parlement, c'est-à-dire que le gouvernement, le Premier ministre, est l'émanation directe de la majorité des communes, du Parlement britannique. C'est le système dit parlementaire. Et puis, second système qui existe aussi, et dont le prototype est les États-Unis, c'est ce qu'on appelle le régime présidentiel. Dans le régime présidentiel, c'est pas que le président a tous les pouvoirs. Non, on va voir qu'en France, on est plus présidentiel que les présidentielles. Je vais vous le démontrer. Dans le régime présidentiel, les deux pouvoirs, le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, le gouvernement, si vous voulez, sont séparés. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, il y a un congrès. Peu importe la majorité du congrès. Elle peut être démocrate, elle peut être républicaine. Le congrès ne peut rien contre le président ne peut rien contre le congrès. Ils ont chacun leur domaine d'intervention. Le président assure l'exécutif et la représentation des États-Unis, le congrès vote les lois. En gros, c'est ça. En France, on a un système qui, au départ, était un système dit mixte, c'est-à-dire moitié parlementaire, moitié présidentiel, avec un président qui nomme le Premier ministre, mais un Premier ministre et un gouvernement qui se trouvent responsables devant le Parlement, comme dans les régimes parlementaires. Ça, c'était le système initial de la Ve République. À l'époque, les opposants au système de la Ve République parlaient du pouvoir personnel du général de Gaulle, qui était presque perçu, notamment par François Mitterrand, qui avait écrit un petit pamphlet qui s'appelle « Le coup d'État permanent », la Ve République était perçue comme un régime non démocratique. Ce qui se passait à l'époque, dans les années 58, 60, 70, c'est que Charles de Gaulle
avait une certaine conception de l'État, de son rôle dans l'histoire, rôle que lui avait conféré la Résistance en 1940. Il voulait qu'il y ait un lien direct entre lui et le peuple français. C'est-à-dire que toutes les fois qu'il y avait malaise à l'époque, malaise politique, le général de Gaulle revenait devant les citoyens. Et de 1958 à 1969, pendant les 11 ans de la République gaullienne et gaulliste, il y avait pratiquement une élection nationale tous les ans, soit une élection législative, soit la présidentielle, soit un référendum quand il n'y en avait pas deux. En mai 1968, il y a eu les événements que vous connaissez. Le général de Gaulle a dissous le 30 mai 1968 l'Assemblée nationale pour provoquer des élections législatives pour savoir s'il avait encore ou non la confiance du peuple français. Il se trouve que ces élections ont entraîné une raz-de-marée de députés conservateurs, enfin du parti gaulliste. Le général néanmoins a senti que, malgré ce succès dû à la peur, et notamment à la peur des gens un peu âgés, des gens qui ont peur, des gens qui ont peur, le parti de la peur l'avait emporté, que néanmoins, il n'était pas sûr d'avoir toujours l'adhésion du pays. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a provoqué un référendum plébiscitaire 10 mois après, soit le 27 avril 1969, le fameux référendum de réforme du Sénat et des régions, qu'il a perdu. Pourquoi? Parce qu'il voulait savoir s'il avait toujours ou non la confiance du peuple français. Et là, il l'avait perdu, il en a tiré, dans les heures qui ont suivi, les conséquences, il est parti. Ça, c'était l'esprit de la Ve République. En 2001, il y a eu une réforme catastrophique. On a réduit à 5 ans la durée du mandat présidentiel en France. Ça aurait pu être une très bonne chose, parce que 7 ans, un septennat, c'est long. Même avant la fin, c'est long. Et on pouvait réduire, voire même à 4 ans, comme aux États-Unis, le mandat du président. Mais on a fait coïncider, et ça c'est catastrophique, c'est ça l'erreur qui a supprimé d'une certaine façon la démocratie en France. On a fait coïncider les élections législatives et l'élection présidentielle. Et les Français, peuple d'enfants, peuple parfois qui est gentil, entend conférer au président, quand il en est lié, une majorité à sa botte. Résultat, il n'y a plus d'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale est peuplée institutionnellement. C'est pas actuellement, c'est vrai aujourd'hui, mais c'est vrai de manière mécanique, j'allais dire, de manière objective, toujours, de petits soldats du président, qui ont été élus rien que parce qu'il y avait la tête du président sur leurs affiches. Donc, résultat, avec un scrutin majoritaire à 2 tours, il n'y a plus d'Assemblée nationale. Dans l'Assemblée nationale, les oppositions sont réduites à faire de la figuration et un pouvoir purement tribuniciel. Il n'y a plus d'opposition digne de ce nom à l'Assemblée nationale. Ce n'est plus une Assemblée nationale. Ce qu'il faudrait, évidemment, c'est modifier le système. Pourquoi? Mais parce qu'actuellement, il y a un divorce total entre le pouvoir politique en France et le peuple. Je ne parle pas uniquement du rejet actuel du président de la République tel qu'il est. Je parle des institutions, parce que ce qui se passe là aurait pu se passer avec quelqu'un d'autre. Le président a été élu il y a maintenant 18 mois. Il a été élu, non, il y a même plus de 18 mois, il y a maintenant 24, 30, bientôt 30 mois. Il a été élu il y a 30 mois. Il a été choisi initialement par 24% des Français, c'est-à-dire par un quart des électeurs. Et au deuxième tour, il a gagné parce qu'il fallait, comme je vous l'ai expliqué, arrêter entre guillemets, la peste brune. Ce que je ne pense pas du tout. Le Rassemblement national, qui n'est pas mon parti, loin de là, n'est pas un parti fasciste, c'est pas un parti nazi, pas du tout. C'est un parti nationaliste qui préconise un certain repli nationaliste. Ce ne sont pas mes thèses, mais l'objectivité, l'impartialité, l'honnêteté intellectuelle dont il ne faut jamais se départir, juge ridicule qu'à titre de propagande pendant la campagne présidentielle, le candidat opposé au Rassemblement national aille s'incliner à Oradour-sur-Glane et devant le mémorial juif, comme s'il s'agissait encore d'arrêter les hordes nazies. C'est tout simplement malhonnête intellectuellement, parce que ce n'est pas cela.
ce n'est pas cela, c'est autre chose. Je ne dis pas que c'est bien, loin de là, mais je dis ce n'est pas cela, c'est une malhonnêteté. Donc, le second tour de la présidentielle est en France escamoté. Il est escamoté parce qu'on dit au peuple français, votez pour le bon candidat, sinon vous aurez le mauvais candidat et vous aurez Pétain, Mussolini, Hitler, les nazis, etc., Auschwitz et je ne sais quoi encore. C'est absurde. C'est absurde, mais c'est comme ça que ça marche. Et c'est comme ça qu'ils veulent que ça marche. Donc, il y a eu une élection présidentielle. Cette élection présidentielle, comme je vous le démontre, a été gagnée par un candidat qui n'a eu que un quart des suffrages et qui a vaincu au second tour par, j'allais dire, abstention et par le fait qu'il n'y avait pas vraiment un véritable choix, du moins pour le peuple français. Dans ces conditions, que se passe-t-il? On voit qu'actuellement, toutes les enquêtes d'opinion le prouvent, le président est minoritaire, et largement minoritaire. On voit qu'il y a une contestation sociale de fond. On voit que, dans un premier temps, il a pris des mesures qui visent à récompenser ceux qui ont financé sa campagne. Suppression de l'ISF, compensée par une majoration de la CSG, c'est-à-dire par une atteinte grave sur les retraites. L'atteinte sur les retraites, elle n'est pas à venir, elle est venue. Elle est déjà en cours. Elle est déjà en cours. Et puis il n'y a pas que les retraites, comme je le démontrais dans une précédente vidéo. Donc, ce divorce, si on devait appliquer l'esprit de la Ve République, tel que ses fondateurs l'avaient conçu, et notamment le général de Gaulle, il est évident qu'aujourd'hui, le président devrait provoquer une élection générale pour dire au peuple français « Est-ce que j'ai encore votre confiance ?» Si je ne l'ai pas, je dois changer de politique ou même mieux partir. C'est ce que De Gaulle aurait fait. Bon, mais on ne lui en demande pas autant. Mais au moins dissoudre l'Assemblée nationale pour voir s'il y aurait à nouveau une majorité pour lui ou s'il n'y en aurait pas. Ça s'appelle la démocratie. Mais nous ne sommes plus en démocratie. En fait, tous les 5 ans, on demande au peuple français d'abdiquer son pouvoir entre les mains d'un homme, quel qu'il soit. Je ne mets pas en cause, encore une fois, la personnalité de tel ou tel leader politique, car ce qui est vrai aujourd'hui pourrait l'être avec quelqu'un d'autre. De la même façon, nous remettons les pleins pouvoirs à un seul individu, ce qui ne se voit dans aucune autre démocratie. Aux États-Unis, par exemple, prenons les États-Unis, régime présidentiel. Vous savez que le Congrès est réélu tous les 2 ans, par moitié. C'est-à-dire que tous les 2 ans, il y a des élections pour savoir si à la Chambre des représentants, il y a telle ou telle majorité. Et au bout de 2 ans, la majorité peut changer. Chez nous, pendant 5 ans, tout est bloqué. Tout est bloqué. Et actuellement, la cocotte minute, elle est en train de monter sous pression. Et ça, ce n'est pas bon. Alors évidemment, les plutocrates, ceux qui font l'élection, ceux qui préparent l'élection, ceux qui disent « vous avez voté pour un candidat gendre parfait, et si celui-là vient être usé, rassurez-vous, on en a des autres en rechange. Les autres en réserve, comme je vous l'ai dit, s'appellent Barouin et s'appellent Bertrand, qui feraient la même politique. Bon, mais ils sont là en réserve, on ne sait jamais. Ils sont Paris Match, pour le citer, les chaînes de télévision sont prêtes à lancer ces candidats et en même temps à démolir ceux qui pourraient sortir du système, d'un côté comme de l'autre d'ailleurs, que ce soit par la gauche ou par la droite, tous ceux qui peuvent sortir d'un système qui échoue lamentablement, je vais vous le démontrer, ce système échoue lamentablement, eh bien tous ces candidats sont diabolisés. On va les montrer grimaçants, on va les montrer dans leur faiblesse, on va insister sur leur côté extrémiste, ultra. Qui a envie de voter pour un ultra, pour un extrémiste, pour un aventurier, pour quelqu'un qui ne tient pas ses nerfs? Bon, moi je me souviens qu'un candidat officiel, M. Macron, un jour, dans un congrès, lors d'un meeting de la présidentielle, à un moment un petit peu explosé en vol. Ça peut arriver à tout le monde, ça peut nous arriver à tous. D'exploser en vol, c'est pas une critique. Mais les médias, bon, celui qui a explosé en vol, ce serait appelé Mélenchon, ce serait appelé Le Pen. Vous pouvez être sûr que l'image tournerait en boucle. Lorsqu'il y a une crise d'extase, parce qu'on est emporté par la foule qui acclame et qu'on se met vraiment à déclamer d'une manière artistique et un peu
un peu perte de contrôle, c'est exploité. Toute perte de contrôle d'un mauvais candidat, entre guillemets, est exploitée. En revanche, on va insister sur la famille, le côté raisonnable, les études du bon candidat. Et ça, pourquoi? Mais parce que 9 milliardaires détiennent 90% de la presse française. Hein. Donc, si vous voulez, l'information est ce qu'elle est. Et actuellement, la cocotte minute est en train d'exploser, de monter. Alors, je vous dis, le système échoue. Et je voudrais, en quelques secondes, vous le démontrer. On parle, ce jour-ci, beaucoup de retraites. Ah, c'est incroyable, ben oui. Ils veulent réformer les retraites. Et qu'est-ce qu'on vous dit, mes amis? On vous dit quoi? On vous dit, mais vous vous rendez compte? Vous vivez longtemps, maintenant beaucoup trop longtemps. Au fond, les vieux, qu'est-ce que ça pèse sur la société? Il y a tant d'actifs pour tant de retraités, et les actifs doivent supporter les retraités. Et il faut qu'il y ait du travail pour faire vivre ceux qui ne travaillent plus ou qui ne travaillent pas. Solution, entre guillemets, moi je serais pour la retraite à la carte, c'est-à-dire supprimer les retraites coup près. Les gens peuvent travailler tant qu'ils veulent, tant que leur santé le permette. Il ne doit plus y avoir d'âge pour dire à quelqu'un on t'a assez vu, on te réforme, la durée de péremption est arrivée, comme un produit, on te rejette, la société te rejette, tu es à la retraite d'office. Ça ne devra plus exister. Les gens prennent leur retraite quand ils sentent qu'ils ont besoin de prendre leur retraite ou réduire leur activité. C'est d'abord ce que je pense. Ensuite, il y a une chose qu'il faut que vous pensiez, qui est assez évidente, mais que les petits Goebbels du système se gardent bien de dire, c'est qu'actuellement un homme qui travaille produit autant que 100 hommes qui travaillent pendant 100 heures autrefois. En 1 heure de travail, maintenant, on fait autant de productivité, que ce soit dans une usine qui fabrique des voitures, des téléviseurs, des smartphones, ou que ce soit un paysan qui fauche un champ de blé. En 1 heure de travail, on fait aujourd'hui, la productivité du travail est telle que l'on fait ce que des centaines d'heures exigeaient autrefois de la part de centaines d'hommes. Donc quand on vient vous dire « Ah ben oui, vous comprenez, il y a moins d'actifs », oui, mais un actif aujourd'hui, y compris dans le travail intellectuel, qui est aidé, même dans le travail des hauts fonctionnaires, des magistrats, des médecins, le travail est aidé maintenant par l'électronique, l'informatique, qui permet d'aller beaucoup plus vite dans les recherches, dans les rédactions, dans l'établissement de quoi que ce soit. On peut aller beaucoup plus vite dans son travail et faire beaucoup plus d'activités que ne le faisaient les gens autrefois. Donc on vous ment. On vous ment en vous disant qu'il faut faire des sacrifices, on vous ment en vous disant qu'il faut faire des efforts, qu'il faut renoncer aux droits acquis, alors que l'Europe est en paix depuis 70 ans. On a fait des progrès technologiques comme l'histoire n'en a jamais conçu. Et on vous dit qu'il faut faire des sacrifices. Leur système est en train d'échouer autant, sinon même plus, que le système soviétique qui a échoué il y a 40 ans, il y a 30 ans. Hein. Leur système est en train d'échouer lamentablement. Ce système, c'est quoi? C'est l'adoration. L'adoration par une secte d'un temple qui s'appelle l'entreprise. Et c'est l'adoration de tout ça. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Alors mes amis, la résistance doit continuer, pacifique, sans violence. Permettez-moi, pour finir, de remercier Isabella qui réalise ces vidéos, Isabella Lino, dont j'emprunte d'ailleurs l'appartement. Je suis chez Isabella Lino, vous voyez, elle a la gentillesse de faire ces vidéos, et Bénédicte de la Convention Vie et Nature aura la gentillesse d'installer les logos et tout ce qu'il faut pour que ce soit bien joli et bien conforme. Voilà, en tout cas, mes amis, on continue, on réfléchit, à bientôt.